David Reinhardt, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous, et grâce à vous, un dossier spécial de la revue DDV, Le droit de vivre, de la LICRA de l'été 2024. Ça s'intitule De l'antisionisme à l'antisémitisme, mythes et réalités. Alors, vous allez nous en parler. Que nous dit ce dossier, David ? Emmanuel de Bonneau, le brillant rédacteur en chef de la revue, explique en préambule que se profile sous les attaques qui visent Israël la volonté de faire subir à cet État et à ses habitants un traitement particulier jusqu'à remettre en cause son droit à l'existence. Et il cite dans son éditorial Jules Saliège, l'archevêque de Toulouse, qui, dans une lettre pastorale lue dans son diocèse le 23 août 1942, interpellait ainsi la conscience humaine face aux déportations. Tout n'est pas permis contre les Juifs. Tout semble être, en revanche, écrit Emmanuel de Bonneau, contre les Israéliens. C'est-à-dire qu'on admet aujourd'hui, sans que cela donne lieu à des procès ni à des condamnations, le fait de clamer qu'ils puissent être, les Israéliens, les citoyens d'un État raciste, d'apartheid, génocidaire, se livrant au massacre des enfants, au trafic d'organes et à l'entraînement des chiens à violer les prisonniers palestiniens. Alors pourtant, l'opposition au sionisme est historiquement d'abord un phénomène interne au monde juif. Il convient en effet de rappeler avec le journaliste Dror Even Sapir, l'auteur d'un texte dans la revue intitulé « Le sionisme, un mouvement de libération nationale », que l'opposition au sionisme est originellement en effet un phénomène interne au collectif juif et qui n'a que peu de sens en dehors des délimitations, si vous voulez, de ce collectif. Ce qui permet de mettre en évidence que le sionisme est avant tout un mouvement de libération nationale, qu'en tant que tel, il ne saurait être considéré comme une idéologie et que donc la remise en cause contemporaine de sa légitimité manque par conséquent de cohérence. Alors, il arrive de voir des juifs ultra-orthodoxes de l'organisation Neturei Karta défiler dans les rues aux côtés de certains des ennemis les plus déterminés d'Israël, et je dirais même depuis longtemps. Depuis longtemps, vous avez raison. Mais c'est une organisation minoritaire et marginalisée au sein même de l'ultra-orthodoxie antisioniste qui persiste dans son hostilité à Israël. Alors, voir ces Haredim égayer leur redingote noire traditionnelle des couleurs du nationalisme palestinien et aussi des motifs du kéfier bédouin, et les voir brandir fièrement des pancartes proclamant que le sionisme est contraire au judaïsme, pourrait prêter à sourire si ces images n'étaient pas devenues l'un des motifs visuels récurrents des antisionistes qui sont là trop heureux de trouver là un moyen de rejeter les accusations d'antisémitisme qui leur sont, à juste titre souvent, adressées. Étrange de voir ces gens qui se disent juifs nier le droit du peuple juif à disposer d'un État-nation, droit que l'on ne saurait nier à tout autre peuple. Bon, je vais rajouter une phrase, et en plus, il parle très bien le yiddish. Ah bon ? Ça me tue sur place. J'ai rien dit. Bah oui, pour ne pas parler l'hébreu, évidemment. Ah oui, c'est ça. Ne peut-on dire que le peuple palestinien, David, est d'une certaine façon légitime à se dire antisioniste dès lors qu'il réclame de l'État d'Israël qu'il quitte les territoires de 67 ? Oui, on pourrait dire que l'antisionisme ici ressemble au sentiment anti-français en Algérie. Sauf que cet affect anti, dans le cas algérien, ne visait pas l'État de l'autre, c'est-à-dire que l'Algérie voulait seulement que l'envahisseur, entre guillemets, retourne sur son territoire et y reste. Mais il en va tout autrement, Lise, nous dit d'ailleurs dans la revue la philosophe Julia Christ, quand cet affect se transforme en projet politique de destruction de cet autre. Les Algériens n'ont jamais conçu, si vous voulez, le projet d'éradication totale de la France. Et même pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés n'ont jamais envisagé l'annihilation de l'Allemagne. C'est vrai. Au sein du peuple palestinien, il y a pourtant, force est de le constater, de tels projets. Les massacres du Hamas l'attestent. Le but du Hamas n'est pas en premier lieu
la création d'un État palestinien, mais la destruction de l'État juif. Et tout ce que vous nous dites, bien sûr, se trouve dans le dossier Le droit de vivre, autour du thème de l'antisionisme à l'antisémitisme. Alors, dans cette aspiration qu'ils ont à la disparition d'Israël, il y a un code culturel de délégitimation du sionisme pour le militantisme pro-palestinien, l'amalgame sionisme égale nazisme. Oui, c'est une notion qui est devenue naturelle, vous avez raison de le souligner, pour cette section du militantisme pro-palestinien qui aspire en toute bonne conscience à la disparition de l'État d'Israël. Une victoire posthume pour l'antisémitisme soviétique, montre Gilles Karmazin, le responsable du site de lutte contre le négationnisme phdn.org, dans la revue. Pendant la guerre froide, la propagande soviétique entreprend d'amalgamer nazisme et sionisme dans le cadre d'une campagne antisémite. Réécriture de l'histoire, manipulation, déformation des faits. L'auteur de l'article fait le récit d'une opération qui aujourd'hui encore sert à délégitimer Israël, et pas seulement dans les milieux de gauche ivres d'antisionisme ou des extrêmes droites antisémites, des gens comme Édouard Saïd, Dominique Vidal, l'ancien du monde diplomatique, et même l'historien Henri Laurence, dans son tome 2 de la question de Palestine, s'appuie sur des sources falsifiées et publiées en premier dans des contextes négationnistes. C'est grave, hein ? De quelle manière cette propagande antisioniste a-t-elle été reprise par les Palestiniens ? Prenez par exemple la thèse soutenue par Mahmoud Abbas, l'actuel président de l'autorité palestinienne, en 1982 à Moscou. Sa thèse s'intitule « La connexion entre les nazis et les dirigeants sionistes 33-45 ». Et là, on y retrouve tous les poncifs déclinés dans la propagande antisioniste, avec un petit ajout négationniste. Les sionistes sont certes aux yeux de Mahmoud Abbas complices des nazis dans l'extermination des juifs, mais ce n'est pas si grave qu'on le pense, puisque selon Mahmoud Abbas, qui s'appuie explicitement sur le négationniste Robert Faurisson pour avancer sa thèse, il y a eu beaucoup moins de victimes qu'on l'a dit et que les chambres à gaz n'ont probablement pas existé. Donc c'est ce que dit bien sûr Mahmoud Abbas, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Dans le même registre de la réécriture de l'histoire, il y a la théorie des Khazars. Alors oui, là encore, on voit, grâce à Stéphanie Kouroub-Lechard, l'historienne du négationnisme, de quelle manière cette théorie des Khazars attire un large éventail d'adeptes issus de divers milieux politiques, dont bien sûr l'extrême gauche, et se propage sur des sites affiliés à des mouvements néo-nazis, pro-palestiniens ou chrétiens fondamentalistes. Comparable aux thèses négationnistes, ce mythe de Khazars fédère des extrémistes de divers horizons autour d'une hostilité commune envers les Juifs et Israël, illustrant là la manière dont l'antisémitisme est le plus souvent intrinsèque à l'antisionisme. Alors que prétend exactement cette théorie, David ? C'est très simple. Elle prétend que la grande majorité des Juifs ashkénazes, constituant une part significative de la population israélienne, ne seraient pas les descendants directs des anciens Israélites, mais plutôt, dans une large mesure, les descendants des Khazars. Il nous manquait que ça. On continue. Donc, le mystère qui enveloppe l'histoire des Khazars permet de propager les théories conspirationnistes, antisémites et antisionistes les plus extravagantes. Et cette assertion sert non seulement à nier l'identité juive en la déracinant de son histoire et de sa tradition, mais également à discréditer la légitimité de la présence juive en Israël. Donc nous sommes des Khazars pour ces gens. Ça promet. Pouvez-vous nous donner des exemples de médias ou d'intellectuels qui propagent la théorie des Khazars ? Par exemple, l'American Mercury, un journal américain antisémite et néo-nazi, à travers des articles comme Les Juifs qui n'existent pas, en automne 67, et cet article continue d'influencer certains cercles. Alfred Lilienthal, un juif antisioniste, a prétendu que les Khazars sont les ancêtres directs des communautés juives d'Europe de l'Est, et que même le président d'État d'Israël, Chaim Weizmann, pourrait descendre des Khazars. Comme par hasard, on trouve un article de Lilienthal dans un journal négationniste où, dans le même numéro, Robert Faurisson y conteste l'existence des chambres à gaz. Et plus récemment, l'Israélien antisioniste Shlomo Sand a développé cette théorie dans Comment le peuple juif fut inventé.
Oui, cette théorie, elle arrange beaucoup de monde, hein, on peut le dire. Alors, est-ce qu'elle est bien ancrée dans les mouvements palestiniens, cette théorie? Oui, je citais Shlomo Sand. Il fut invité, par exemple, pour donner une conférence à la librairie Résistance à Paris, une librairie vraiment structurellement liée à la Capgipo Euro-Palestine, dont les gérants de l'une sont les dirigeants de l'autre. Et Capgipo Euro-Palestine, c'est cette association militant pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien fondée par Olivier Zemmour en 2002. On n'y croise que du beau monde, notamment au meeting de soutien à la liste Euro-Palestine le 8 juin 2004. Dieudonné, Alain Soral, John Bastardy-Domont, l'avocat de Robert Forisson, Paul-Éric Blanru, un écrivain proche des milieux négationnistes, ou Gilad Atzmon, un joueur de jazz israélien devenu négationniste. Sur cette théorie selon laquelle les juifs ashkénazes usurpateurs, entre guillemets, ne descendraient pas des Hébreux ou des Judéens, mais seraient originaires du royaume khazar, on trouve aussi Mahmoud Abbas précité. Et qu'en dit-il ? En août 2023, le président de l'autorité palestinienne, auteur déjà de la thèse négationniste niant l'existence des chambres à gaz, a tenu des propos antisémites et a repris le mythe judéo-khazar devant le conseil révolutionnaire de son parti, le Fatah, qui s'est tenu à Ramallah, où il a déclaré que les juifs ashkénazes seraient exclusivement issus des Khazars, je cite, un royaume tatar converti à la religion juive au IXe siècle, et un argument qui, selon lui, prouve que ce n'est pas leur religion, mais, je cite, leur place dans la société en lien avec l'usure et l'argent, qui a valu aux Juifs d'Europe la discrimination de leurs concitoyens et le supplice de la Shoah. Donc, en fait, si on résume, cette théorie des Khazars, elle est profondément antisémite. Exactement. Voilà. Alors, dans ce numéro spécial du droit de vivre, que je remonte à l'antenne pour les auditeurs qui nous regardent, de l'antisionisme à l'antisémitisme, mythes et réalités est riche. On ne peut pas citer tous les articles, mais peut-être pouvez-vous nous en citer encore pour terminer un ou deux. Alors, on lira avec intérêt l'entretien de François Racheline, l'antisémitisme et la détestation d'une éthique de vie, de même que celui de Gilles Kepel. Et il y a aussi un article sur le BDS, le mouvement boycott des investissements et sanctions, signé de Joël Kotek, qui est passionnant et instructif, parce qu'il y montre à quel point le mouvement BDS, qui notamment s'ingénie à injecter dans le système médiatique le virus du juif infanticide, joue ce mouvement BDS, sur tous les ressorts traditionnels de l'antisémitisme, jusqu'à en avoir la nausée, pour susciter une haine des Juifs et d'Israël. Citons encore, si vous me permettez, l'article de Valérie Goudnay sur les liens entre le Front National et un discours antisioniste radical, dont le RN cherche à se défaire. Mais rappelons quand même qu'il existe un parti antisémite en France à travers LFI, mais qu'une partie de l'extrême droite relaie aussi l'accusation rituelle de soi-disant génocide des Palestiniens. Comme le dit Eva Illouz dans un entretien mené par Emmanuel de Bono dans la revue, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des intérêts complètement différents et qui se sont alliés. Un discours conservateur, religieux, nazi, se greffe à un discours ultra-progressiste. Comme quand Lula et Chavez, deux symboles de la gauche, célèbrent l'Iran, qui est à l'avant-garde de l'obscurantisme, alors que l'Iran les célébrait en les appelant, je cite, les chefs de file du camp anti-impérialiste. On le voit bien avec LFI aujourd'hui, cette gauche est devenue une sorte de Frankenstein. J'adore votre conclusion. Donc, le droit de vivre, le DDV à se procurer, c'est en fait le numéro de l'été, mais on le trouve encore, de l'antisionisme à l'antisémitisme. Merci David Reynard pour cette revue tout à fait passionnante. On vous retrouve très vite sur Radio J. Merci. Au revoir.